Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Je suis ravi de vous retrouver avec Fabrice pour aborder une nouvelle thématique à l'occasion des élections fédérales qui se tiennent en Allemagne. Nous allons nous interroger sur l'Allemagne et sur la place qu'elle occupe au niveau géopolitique. L'Allemagne a-t-elle vocation à jouer à nouveau un rôle en géopolitique ? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors pour tous nos étudiants qui ont quelques notions d'histoire, l'Allemagne a joué un rôle majeur et crucial dans l'histoire au 19 et au 20e siècle, et aujourd'hui se fait beaucoup plus discret. Est-ce qu'on pourrait s'interroger vraiment sur cette question géopolitique qui semble si éloignée de l'intérêt et des préoccupations allemandes aujourd'hui ? C'est juste, alors c'est éloigné des préoccupations allemandes et c'est aussi éloigné de l'esprit de beaucoup d'observateurs ou de la plupart des observateurs, puisqu'aujourd'hui on est omnibulé, ça peut se comprendre, par le départ de Barack Obama, par l'arrivée de Trump, par ce que peut être amené à faire la Corée, par les actions de Vladimir Poutine ou par le Proche et le Moyen-Orient. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que l'Allemagne n'est évoquée qu'à travers des dimensions économiques ou des questions purement européennes et jamais comme un acteur en relations internationales. Or, si on se rappelle l'histoire comme vous venez de le faire, on se rappelle qu'évidemment, notamment lors des commémorations de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été un acteur central, fondamental, presque même au cœur des relations internationales. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un décalage entre l'attention qu'on y porte, qui est minime, et le rôle qu'elle a joué précédemment. Or, à l'occasion de ces élections, effectivement, la question va se poser aux Allemands, et donc par influence ou par ricochet au monde, de quel est le positionnement que l'Allemagne souhaite avoir au XXIe siècle. Afin de répondre à cette question, à mon sens, il y a plusieurs aspects qu'il va falloir remettre en perspective. Alors je vous propose de débuter sans plus attendre par l'histoire de la construction allemande. Comment s'est-elle faite ? Alors là déjà, je crois qu'il y a énormément de nos étudiants qui vont être surpris. Il y a beaucoup d'ailleurs de nos contemporains ou même des spécialistes de la géopolitique qui ont du mal à se rappeler ce qu'on va se dire maintenant. L'Allemagne d'abord est un État excessivement jeune. C'est assez intéressant à rappeler parce que dans la tête de la plupart d'entre nous, on se dit bon, l'Allemagne est un État multiséculaire, un peu comme la France ou le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne. Ce n'est pas du tout le cas, puisque l'Allemagne a été créée le 18 janvier 1871, d'ailleurs au château de Versailles. Je vais y revenir parce que c'est un élément important. Donc si on regarde bien par rapport à 2017, l'Allemagne a 146 ans. Ça veut dire, si vous me permettez cette comparaison, que l'Allemagne est plus jeune que les États-Unis d'Amérique, pourtant 4 juillet 1976, et même plus jeune que la Belgique, 1830. Donc on a affaire à un État qui a à peine 150 ans. Et en réalité, ce dont on va se rendre compte, c'est que ce qu'on appellerait Allemagne à tort aujourd'hui, ça a été le Saint-Empire romain germanique, qui a été créé 2 février 962, quand l'empereur Othon Ier va être sacré par le pape. Et le Saint-Empire romain germanique va exister jusqu'en 1806, à l'époque de Napoléon, on va y revenir. Donc ça veut dire qu'on a le Saint-Empire romain germanique qui dure 844 ans. Or, le Saint-Empire romain germanique n'est pas allemand au sens national où on l'entend, puisque d'abord, on a des centaines de territoires, avec des configurations qui peuvent parfois être très petites, ça aussi je vais y revenir, mais surtout on a des territoires qui seraient aujourd'hui allemands, si on prend la carte 2017, mais qui seraient autrichiens, qui seraient de la République tchèque, qui serait de la Hongrie, qui serait du Luxembourg, qui serait de la Belgique, qui serait des Pays-Bas, qui serait en partie de la Pologne, mais aussi du nord de l'Italie et de la France. Donc on a affaire à un État qui est multiculturel ou multilinguiste, déjà, dans lesquels plusieurs États ont d'ailleurs leur autonomie et sont soit des États séculiers avec des princes, soit des États religieux, et dans lesquels on a un empereur qui est élu, alors là c'est quand même assez incroyable, par des grands princes électeurs. Donc on a une configuration qui est totalement différente de ce à quoi nous en France on est accoutumés, pour dire clairement les choses, avec un État très tôt qui apparaît comme centralisé et une monarchie qui naît. Donc ça c'est déjà un rapport à l'histoire qui est très important, parce que l'Allemagne existe depuis peu de temps, et que le pays qui a été précurseur, si tant est qu'on ait une vraie filiation, est sur des constructions institutionnelles, régionales, totalement différentes. Si ça intéresse aux étudiants, moi je conseille un ouvrage qui s'appelle « Histoire des trois Reichs » d'Henri Bogdan. On remarque d'ailleurs que le terme de Reich est plus usité dans la langue allemande, pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Et là, nos étudiants pourront voir justement toute cette période quand même qui dure 9 siècles, le Saint-Empire romain germanique, puis après les périodes qu'on va évoquer maintenant, ce qui permet de voir à la fois les continuités et puis les ruptures qui vont expliquer, à mon avis, une vraie spécificité de l'Allemagne en géopolitique. L'Allemagne telle qu'on la connaît a 146 ans, c'est un État récent, comme vous l'avez souligné, qui s'est appuyé, si on pense au Saint-Empire romain germanique, qui est une continuation de l'Empire romain. On voit l'histoire, la trajectoire, exact. Ça passe par Byzance et puis ça revient jusqu'à l'Empire romain germanique. Multiculturel, multiconfessionnel, etc.
Là, on est au 19e siècle, ce tournant-là, c'est un tournant nationaliste qui va s'opérer, quoi. Donc on a Totalement. une Allemagne nationale, une nation Totalement. allemande qui apparaît. Totalement. Et alors là, la vraie question, c'est comment on passe d'un empire qu'on qualifierait presque d'hétérogène à une volonté exacerbée, parce qu'il faut être clair, en plus on va avoir un nationalisme qui était déjà très important dans tous les autres pays européens, qui peut amener au colonialisme d'ailleurs, mais alors là on va avoir un nationalisme totalement exacerbé, ce qui est encore un paradoxe, puisque dans une zone géographique qui a priori ne s'y prêtait pas du tout. Alors là il y a deux facteurs, c'est ça qui me paraît intéressant, qui se conjuguent et qui vont expliquer l'émergence d'un nationalisme de façon presque abrupte. Bon, d'abord il y a le rôle de la France. Et donc, je crois pouvoir dire qu'on sous-estime trop souvent que finalement, si on se voulait un petit peu faire une synthèse, ben la France est certainement le premier facteur géopolitique qui a créé le nationalisme allemand. Ce qui, quand on connaît la suite, est quand même assez paradoxal. Pourquoi ? Pour deux raisons, à mon sens. D'abord parce que la France, après la Révolution de 1789, a fait immerger partout en Europe l'idée d'État-nation. Alors l'idée bien sûr, et des peuples. Faut jamais oublier ça, parce qu'il y a un corollaire positif sur la nation, et puis l'histoire bien sûr nous a montré les corollaires qui sont un peu plus dangereux avec le bellicisme. Or c'est la France qui parce qu'il y a les victoires révolutionnaires et puis les victoires de Napoléon, finit par occuper toute l'Europe et finit par implanter ces idées de nationalisme. Napoléon, justement, c'est lui qui met fin juridiquement au Saint-Empire romain germanique en 1806, et qui, par volonté, de reconfigurer la carte de l'Europe centrale et d'avoir des États vassaux ou des États alliés dans les conflits futurs. Donc déjà, la France, elle exporte les idées révolutionnaires, les idées nationalistes, il faut dire clairement les choses, et ensuite elle occupe le terrain. Alors ce qui est assez amusant, je ne sais pas si le terme d'amusant d'ailleurs est le plus indiqué, c'est que le nationalisme va tellement pénétrer les idées allemandes que c'est au nom du nationalisme que finalement les Allemands vont se soulever contre les Français. Et là, si vous me permettez, il y a une date qui est fondamentale, c'est 1813, puisque la victoire, alors évidemment ça dépend de quel côté on se place, mais la victoire des Alliés contre Napoléon en 1813, c'est d'ailleurs la bataille de Leipzig. Je conseille un ouvrage de Bruno Colson dans les éditions plurielles pour ceux qui aiment un peu la stratégie militaire, et dans lequel on voit tous ces tourments de cette Europe centrale. En fait, elle est surnommée la bataille des nations. Donc c'est quelque chose, on sent là qu'il y a une logique ou une réflexion allemande, alors qu'on est sur plusieurs centaines d'États. Le Liechtenstein aujourd'hui en est une urgence, parce que souvent les étudiants disent mais qu'est-ce que c'est que cet État qui fait 160 km carrés ? Mais c'est des résurgences du Saint-Empire romain germanique. Il y a des villes qui à elles seules étaient des États. Donc là, il y a une réflexion qui est mise en place par les Français et qui quelque part est dynamisée par les Français par le fait qu'on se coalise contre eux. Donc en fait, on implante l'idée et l'idée se retourne contre nous, puisque en gros, il faut libérer l'Allemagne. Alors après, on a une période de transition de 1815 à 1871, mais il y a un deuxième acteur qui va être fondamental, et là sur lequel il va falloir s'arrêter un instant, parce qu'il a vraiment un rôle et historique et intellectuel, c'est le royaume de Prusse. Alors la Prusse, justement, parlons-en un peu, puisque c'est lui qui va structurer l'imaginaire, la volonté de puissance allemande se trouve en Prusse. Alors déjà, il faut présenter la Prusse. La Prusse, c'est un État militariste. Voilà. Tel qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on aurait du mal à retrouver, c'est-à-dire que le corps entier de la société fonctionne de façon militaire. Mirabeau, qui était donc un philosophe français, avait une très belle formule, je trouve, en 1786. Il a dit « La Prusse n'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État ». S'il y avait une comparaison à faire qui transcende les siècles, c'est Sparte. D'ailleurs, ça, c'est une comparaison qui va me paraître utile dans nos propos d'ici quelques instants, parce que la Prusse, c'est vraiment un pays qui n'aborde les relations internationales qu'à travers la discipline et presque l'honneur militaire. Là, on n'est pas du tout dans le politique. Or, la Prusse va créer l'Allemagne à son image. Et là, je m'arrête un instant. Alors, d'abord pour dire à nos étudiants que s'ils souhaitent en savoir plus sur la Prusse, il y a énormément d'ouvrages, français comme anglo-saxons. J'en ai choisi un qui est considéré comme l'un des meilleurs, qui a été fait par Christopher Clark en 2006. Il a été considéré comme un des meilleurs ouvrages, toutes catégories confondues en 2006, et qui s'appelle Histoire de Prusse, 1600-1947. Mais le titre anglais est plus intéressant parce que c'est Iron State, l'état de fer. Donc on voit bien déjà qu'il y a une logique assez martiale. Et ce qui est intéressant dans cette logique, c'est que donc là on explique toute la Prusse, et que le conflit qui à mon sens est le plus intéressant, alors bien sûr il y a le conflit entre la Prusse et la France en 1870, qui de facto va amener la défaite de la France et qui va amener la totalité des princes allemands à voter pour un empereur
comme ils en avaient l'habitude au Saint-Empire romain germanique, mais ce coup-ci qui va être l'empereur d'Allemagne. Donc l'Allemagne a été créée au château de Versailles le 18 janvier 1871, suite à la défaite de la France, donc à cause d'un conflit. Bon. Mais le conflit le plus important, et qui est totalement sous-estimé en général par l'historiographie française, c'est le conflit entre la Prusse et l'Autriche. Parce qu'en 1866, il y a un conflit entre la Prusse et l'Autriche, et on voit bien que parce que Napoléon a fait disparaître le Saint-Empire romain germanique en 1806, il y a un vide. Et donc là, à un moment, c'est intéressant par rapport aux questions qu'on se pose en 2017 en disant il y a des chefs d'État qui meurent ou il y a des États qui disparaissent, mais ça en géopolitique, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une autre autorité qui se mette en place. Donc la question, c'est qui va prendre la place? Or, on a une Autriche. Alors, je me méfie un peu des caricatures, mais quand même multiculturelle, parce que l'Autriche, aujourd'hui, ce serait la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, une partie de la Croatie, de la Pologne. Il y a 12 langues qui sont parlées. C'est un État multiconfessionnel. C'est un État sur lequel les arts sont très importants. La psychanalyse née à Vienne, on voit bien les valses des Strauss. Enfin, on aurait aussi l'architecte Otto Wagner, bon, on ne va pas confondre avec le compositeur. Enfin bref. L'expressionnisme. Etc. Klimt, enfin, on pourrait aller très loin. Et donc là, si on me permet la comparaison, Athènes. Et en face, on a la Prusse, qui est un État purement militariste, comme l'était Sparte. Et donc le combat de 1866, indépendamment de savoir qui va dominer la région, c'est qui va modéliser la région. Or, la Prusse balaye l'Autriche. La bataille la plus importante, c'est le 3 juillet 1866, alors, qui a deux noms, Sadowa ou Königsgrätz en allemand. Et c'est très intéressant parce que, en fait, l'Allemagne future, on voit bien, c'est la Prusse qui va la faire, de par l'aura qu'elle a. Et c'est encore une victoire militaire. Donc, la Prusse va modéliser l'Allemagne future. Ce qui va amener une lecture de la géopolitique, forcément, à la prussienne, qui va nous mettre dans un cas totalement particulier une fois que l'Allemagne va naître en 1871. Et ça, c'est la deuxième étape de notre démarche pour comprendre la situation allemande aujourd'hui. Quand on est un État militaire, un État guerrier, un État martial, la guerre est la raison d'être de cet État, pour se construire, pour être dynamique. Donc quelle sera cette deuxième étape finalement, après la constitution de l'Allemagne en 1871, sur cet esprit prussien? Alors ça, c'est l'étape clé, qui va bien sûr amener les deux guerres mondiales. Parce qu'on remarque une chose, c'est que l'Allemagne a un territoire très étendu en 1871, qui va de l'Alsace-Lorraine, je rappelle, jusqu'à une partie de la Pologne. Mais l'Allemagne est certainement l'un des seuls États européens qui ne part pas du tout dans les idées colonialistes ou coloniales en 1871. Parce que la question que se posent les Allemands, c'est donc, maintenant qu'ils ont le nationalisme dans l'esprit, l'Allemagne, c'est quoi et jusqu'où va-t-on? Or, le problème, c'est qu'à travers le Saint-Empire romain germanique, il y avait des territoires, alors sous influence allemande, parce que là, on va parler de nation allemande, entre guillemets, puisque par définition, elle n'avait jamais existé jusque-là. Donc tous les penseurs, y compris artistiques, enfin, on prend des tableaux de Caspar Friedrich, j'en pense notamment à un, l'homme au-dessus de la mer de nuages, en redingote, au milieu du 19e siècle, on voit bien quand même que lui aussi, malgré qu'il soit en civil, il domine les cimes. Et puis bien sûr, il y a les opéras de Richard Wagner, où on voit bien que là, il y a un nationalisme allemand qui se conjugue à une sorte de romantisme. Donc en plus, il y a une conjonction entre tous les courants artistiques, intellectuels et géopolitiques, où on sent qu'il y a une sorte d'élan vital, tel qu'on le retrouve dans la philosophie allemande, qui les pousse à chercher. Et là, le problème, c'est que ce qu'on appelle le pan-germanisme, le nationalisme allemand, se dit, mais nous, on a été en Pologne, on a été dans les Balkans, on a été en France, puis surtout, on a été en Russie. Donc on sent bien que là, il y a un ouvrage d'ailleurs qui est extraordinaire, qui a été fait par un universitaire, M. Weibel de Neuchâtel, 1000 ans d'Allemagne. Alors c'est surprenant puisque l'Allemagne n'existait pas, mais en fait, c'est histoire et géopolitique du monde germanique, et on sent bien que finalement, les Allemands arrivent à la conclusion que la nation allemande, c'est tout ce qui a été allemand à un moment ou à un autre. Et là, ça nous amène, pour un État guerrier, à des perspectives dont on voit bien qu'elles portent en germe des conflits. D'ailleurs, Bismarck, quand il avait la nécessité de créer l'Allemagne, c'est un point qui est assez intéressant, il avait une formule, nous ne passerons pas par les votes, globalement la citation est celle-ci, ou par des débats, nous ferons l'Allemagne par le fer et par le sang. Ça, c'est une citation qui est très connue de Bismarck, qui était le chancelier qui dirigeait la Prusse et qui a amené la création de l'Allemagne. C'est-à-dire que là, on a bien compris, il y a un moment où nous, les Prussiens, qui allons créer, amalgamer, c'est ça le terme, parce que synthétiser la main autour de nous, on va la faire par la force. Il y a un ouvrage de Jean-Paul Bled, de la Prusse à l'Allemagne, Bismarck de la Prusse à l'Allemagne, qui montre bien cet élan vital. Je rappelle qu'en plus, en parallèle, c'est pratiquement l'Allemagne qui va être l'école de pensée la plus foisonnante en termes de géopolitique. C'est une science qui se développe au XIXe siècle, avec Karl Schoeffer, Friedrich Ratzel, et on sent clairement, pour dire les choses, que là, il y a une lecture
hiérarchisée du monde, c'est un terme pudique, franchement, dans lequel la nation allemande joue un rôle central. D'ailleurs, tous les étudiants qui s'intéresseraient, parce que là, je pense qu'il y a une bibliographie qui est assez intéressante. Il y a un ouvrage qui a été écrit par un universitaire français qui s'appelle M. Corriman, qui s'appelle Deutschland über alles. Alors, je rappelle que c'était la première strophe de l'hymne allemand qui est aujourd'hui mis un peu quand même de côté, pour des raisons historiques évidentes. Enfin, en allemand, ça veut dire l'Allemagne par-dessus tout. Donc là, on sent bien que parce que c'est la Prusse qui est militariste, qui a créé l'Allemagne, on se projette dans des perspectives impérialistes très importantes. Et alors là, on a une question fondamentale avant d'arriver à la rupture de 1947, c'est est-ce que cet impérialisme allemand amenait nécessairement, avant de dire, à une excroissance détestable telle qu'on l'a connue avec le nazisme. Là, il y a un ouvrage qui est remarquable, c'est celui de M. Charles Bloch, qui est un des plus grands universitaires français, qui est incontesté et incontestable sur le sujet, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le Troisième Reich et le monde », et dans lequel justement il cherche à distinguer quels sont les éléments de continuité entre le militarisme prussien, ou de rupture entre le militarisme prussien et le nazisme. Et là, on sent que la question, elle est fondamentale par définition. La Seconde Guerre mondiale et les vainqueurs alliés vont clairement y apporter une réponse, même si aujourd'hui, intellectuellement, elle mérite toujours d'être posée, puisque je rappelle que la Prusse est un des seuls cas dans l'histoire où victorieux, elle va volontairement se fondre dans un État plus grand, et où vaincu, son nom va disparaître, car je rappelle qu'aujourd'hui, la Prusse n'existe plus, et que pas même une région allemande aujourd'hui ne porte le nom de Prusse. Donc on voit bien que là, il y a une sorte de phobie allemande par rapport à ça. Il y a eu un débat il y a quelques années en Allemagne pour savoir si la région de Brandebourg, on la rappelle la Prusse, et les Allemands pudiquement ont dit non, ce nom-là, on le laisse dans les livres d'histoire, ce qui nous amène maintenant à l'actualité et au fait que les Allemands ont quand même une approche très très pudique, feutrée, voire hésitante par rapport à la géopolitique aujourd'hui, ça c'est clair. Alors, juste pour rappeler, 1871, c'est le moment où la Prusse accepte de se fondre dans un ensemble plus grand. C'est ça. Elle accepte délibérément l'Allemagne. Et 1945, c'est le moment où, du fait de la défaite, la Prusse disparaît totalement. Alors, la Prusse disparaît en 1945 de par la victoire alliée et en 1947 parce que les Alliés, statutairement, vont faire un décret-loi en Allemagne dans lequel il est explicitement dit toutes les institutions prussiennes sont dissoutes et le terme de Prusse est dissous. Ce qui est quand même un exemple unique dans l'histoire. Je dirais. Donc là, et d'ailleurs, de fait, vous allez à Berlin aujourd'hui, à l'exception de Frédéric II, donc c'est un peu dommage, on va pas avoir trop le temps de l'expliquer aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune statue de monarque. Enfin, quand on se rappelle qu'à Skopje, par exemple, en Macédoine, il y a la statue d'Alexandre le Grand, là, il y a une rupture historique qui est quasi unique. Et on voit bien, ça se comprend, que l'héritage du militarisme prussien d'une part et du nazisme d'autre part ont fait que globalement, de 1947 jusqu'à nos jours, les Allemands se sont totalement retirés de la géopolitique. Ouais. Ce qu'on ressent aujourd'hui dans certaines de leurs institutions d'ailleurs, et dans leurs pratiques. En 14-18, à la suite de la Première Guerre, l'Allemagne était à genoux. Elle a été mise à genoux par les puissances alliées qui ont demandé de rembourser le coût de la guerre. En 1945, et c'est la suite de la Seconde Guerre mondiale, on sent qu'il y a une volonté de la part des alliés, de ceux qui ont gagné la guerre, mais aussi de la part de l'Allemagne de réfréner, donc par le biais aussi des institutions, l'élan impérial. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. En 1918, en Allemagne, il y a une volonté de revanche. Avec d'ailleurs une erreur que les Alliés se sont dit, on n'a pas été jusqu'à occuper l'Allemagne, on aurait dû. Donc cette erreur, de leur point de vue, ne la recommettent pas en 1945. Mais ce qui est marrant, c'est, le terme, pardon, c'est un terme un peu familier, mais c'est que même les Allemands finalement finissent par avoir peur d'une potentielle résurgence. Donc dans leur constitution, qui porte le nom de la loi fondamentale, finalement la place laissée aux forces armées est très singulière ou particulière. La Bundeswehr aujourd'hui n'a pas l'autorisation, sauf cas très exceptionnel, de sortir de son territoire. Car les Allemands ont un petit peu la peur ou la phobie de l'impression que, eu égard à l'histoire, que pourraient donner des troupes allemandes dans le reste du monde. Mais l'armée allemande n'a pas non plus le droit d'intervenir en interne. Il ne peut pas y avoir l'équivalent du plan Vigipirate tel qu'on l'a en France, parce qu'il y a aussi la phobie de tout ce que l'uniforme peut représenter. Donc finalement, l'armée allemande n'avait que pour seule vocation, pour dire comment les choses, que de contribuer à aider les Américains à repousser une invasion soviétique dans le cadre de la guerre froide, si un conflit s'était déclenché. Donc l'armée allemande est vraiment très réduite. Et d'ailleurs, quand certains observateurs français se disent « mais quand même, les Allemands, qui sont une puissance financière, ils pourraient davantage nous aider dans des opérations extérieures, je pense au Mali, par exemple, etc. » Non. Parce que les Allemands, par rapport au traumatisme, je crois que c'est le terme, sur la géopolitique et par leur constitution, s'interdisent
d'intervenir à l'extérieur. Et c'est assez intéressant par rapport à la question finale qu'on est amené à se poser, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils n'envisageraient de le faire qu'à travers une institution qui les dépasserait, qui serait une institution européenne. Et la question va quand même se poser, parce que par rapport au nationalisme allemand, il y a un exemple qui m'a marqué, c'est la Coupe du monde de football en 2006. Parce que jusqu'en 2006, les Allemands n'affichaient pas de drapeau au balcon ou dans les rues. Enfin, il y a toujours maintenant ce passé et ce passif sur du nationalisme. Et donc, comme il y a eu la Coupe du monde en Allemagne, là, les drapeaux sont ressortis. Mais quand les Allemands ont perdu en demi-finale la Coupe du monde, j'ai l'impression que, pas dans le public, mais dans les autorités, il y a presque eu un soulagement. Parce qu'ils se sont dit, oulala, on organise la Coupe du monde, on veut vraiment accueillir tout le monde, mais si on se met à la gagner... Donc finalement, le fait d'être troisième, ça montrait qu'on était fort, mais ça montrait qu'on était accueillant et qu'on ne gagnait pas sa propre Coupe du monde, ce qui était une sorte de soulagement. On voit bien quand même jusqu'où les ramifications maintenant psychologiques vont. Or, la question aujourd'hui va quand même à un moment de façon persistante se poser, parce que l'Allemagne, là, est dans une sorte d'angélisme. On voit bien quand même qu'il y a une volonté... quand il y a eu les migrants qui sont arrivés en 2015, sur une quantité qui est totalement haute que la France, puisqu'on est proche du million, ils ont été accueillis à bras ouverts, il faut quand même le dire, par des foules allemandes qui les applaudissaient. Et on voit bien que là, il y a quand même une résurgence du passé. On s'est dit, oula, nous les Allemands, on a une image, il faut absolument la casser, donc il faut être en rupture. D'ailleurs, franchement, moi j'ai trouvé que c'était très très émouvant. La plupart des migrants se battaient pour aller en Allemagne, pour monter dans des trains. On va dire de façon pudique qu'avec 45 ans ou 50 ans de recul, quand on se rappelle l'histoire, c'est complètement fou. Je veux dire, on ne se battait pas pour aller en Allemagne dans les années 40, je veux dire clairement les choses. Donc là on voit bien qu'il était indispensable de remettre la spécificité de l'Allemagne dans les géopolitiques pour expliquer la distanciation que les Allemands ont et qui est totalement paradoxale par rapport à leur puissance économique. Puisque finalement, c'est un nain politique dans l'histoire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les Allemands vont avoir à faire un choix en fait. On est dans une situation assez paradoxale et assez contrastée, c'est-à-dire que l'Allemagne aimerait rester dans cette position de retrait, et en même temps tous les regards se tournent notamment en Europe vers l'Allemagne, du fait de sa puissance économique et du rôle qu'elle a à jouer au niveau de la diplomatie et de la géopolitique, et les événements récents l'invitent à jouer un rôle encore plus grand, puisque l'élection de Donald Trump a changé les équilibres mondiaux, et Angela Merkel l'a dit elle-même, l'Europe doit compter sur ses propres moyens à partir de maintenant. Jusque-là, l'OTAN jouait un rôle aussi protecteur pour l'Allemagne. On se remettait auparavant de l'OTAN. Il est clair que le discours d'Angela Merkel, pour moi, est l'un des événements les plus importants ou majeurs de 2017 et sur lesquels les observateurs ont été les plus silencieux. Car pour la première fois depuis 1945, les Allemands envisagent de reprendre l'initiative ou l'autorité sur leur politique étrangère. Jusqu'à présent, il n'y avait pas meilleur allié des États-Unis d'Amérique que les Allemands, qui considéraient que d'ailleurs ils avaient sauvé du nazisme. C'est ce qui est une lecture assez intéressante. Or, les échanges entre Donald Trump et Angela Merkel se sont très très mal passés, et le discours que vous évoquez est fondamental, car Angela Merkel, ça c'est une rupture totale, dit maintenant, il va falloir que l'Europe se reprenne en main, et sous-entendu, nous les Allemands, qu'on reprenne notre défense en main. Et là, la question qui se pose aux Allemands, c'est que faire ? Là, on peut dresser que des hypothèses, puis par décision, on se projette à l'avenir. Bon, il y a une première hypothèse qui est envisageable, ce serait de dire, on reste dans l'angélisme actuel. Bon, franchement, à moyen long terme, avec tous les événements qui sont liés au Proche, au Moyen-Orient, ça paraît compliqué. On imagine mal une Allemagne qui continue uniquement à être une puissance économique, mais qui va ne plus du tout rien connaître du monde dans lequel elle vit, même si Henri Bogdan, qu'on a cité tout à l'heure, dit qu'inconsciemment, psychanalytiquement, les Allemands n'ont qu'un enfant, 3 par couple, parce que par définition, ils souhaitent eux-mêmes mettre fin à l'histoire allemande. C'est assez intéressant. Là, il ne faut pas aller trop vite. Quand je dis que c'est une hypothèse, avec une sorte de conscient et d'inconscient d'ailleurs. On va prendre un risque, ça ne me paraît pas l'hypothèse la plus probable. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'effectivement, l'Allemagne revienne à nouveau dans les relations internationales. Mais alors là, la question se pose, sous quelle forme ? Le discours d'Angela Merkel semble sous-entendre sous une forme européenne. Parce que clairement, je pense que les Allemands ne souhaitent pas redevenir eux seuls une grande puissance. Je crois que là, il y a une erreur fondamentale qui est faite quand on voit les manifestations en Grèce en 2015, sur les polémiques, sur la crise économique grecque, où on caricature les hommes politiques allemands, ou là, aujourd'hui, en Turquie, justement avec un casque à pointe comme Bismarck,
ou pire comme Adolf Hitler. Je crois que là, franchement, on ne comprend pas à quel point la société allemande a changé. Et je veux dire, là, on est, à mon avis, totalement hors sujet. Et je pense que c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas la main tendue qu'ils vont nous faire. Or, je pense qu'il va y avoir main tendue car les Allemands, dans une hypothèse, pourraient revendiquer de recréer une Allemagne nationale. Moi, je pense qu'ils vont plutôt mieux vivre le fait de recréer une puissance militaire ou politique dans laquelle ils auront certes un rôle important, mais qui serait plutôt une sorte d'État fédéral européen ou d'États-Unis d'Europe. Et c'est là, en guise de conclusion, si vous m'autorisez, où il faudra peut-être que les Français soient très vigilants. On peut dire que paradoxalement, dans la géopolitique allemande, la France a un poids énorme. Elle a amené le nationalisme, elle a servi de vecteur d'ennemi, de lecture de l'ennemi. Hein. Quand on voit les auteurs allemands, clairement, l'ennemi identifié, c'est la France. Bon. Il y a une incompréhension sur le conflit austro-prussien, et finalement, il y a une incompréhension sur la gestion de la puissance allemande après 1918, parce que quand même, on rappellera que Keynes considérait que les traités étaient tellement durs qu'ils allaient amener forcément une idée de vengeance en Allemagne. Donc je pense que là, on a une chance unique en fait, et que les Allemands sont en rupture par rapport à ce passé immédiat, de dire à leurs voisins, voilà, on souhaite construire quelque chose avec vous. La question de la problématique, l'Allemagne va-t-elle à nouveau être une puissance, est en train de nous amener à une ouverture plus intéressante. Les Européens vont-ils comprendre que les Allemands souhaitent partager avec eux la puissance économique que pour l'instant ils ont, pour en faire un État qui pèserait dans le monde? Ça, c'est finalement une question qui est posée principalement à la France, en fait. Je préfère nous laisser sur cette interrogation et cette question qui est posée aux Français et donc à nos étudiants. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous en avons donc terminé avec ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et à tous.